Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue à ce webinaire organisé par l'espace de réflexion éthique des Pays de la Loire, ayant pour sujet aujourd'hui travailler en EHPAD aujourd'hui, redonner du sens à la pratique. Donc, webinaire organisé par l'EREPL, dont nous avons ici des représentants, Miguel Jean et Aurélien Dutier. Je propose, Miguel, que vous commenciez pour nous expliquer cette thématique avec Aurélien. Aujourd'hui, redonner du sens à la pratique. Donc, webinaire organisé. Un petit souci technique peut-être? Oui, c'est bon, là. Alors, nous vous écoutons, Miguel, Aurélien, pour présenter ce sujet. Je le redonne, travailler en EHPAD aujourd'hui, redonner ou alors donner du sens à la pratique. Oui, merci. Merci pour cette présentation. Merci aux intervenants qui rejoignent ce webinaire de l'espace éthique des Pays de la Loire. Alors, c'est un mode de communication qu'on commence à apprivoiser, qui n'est pas celui qu'on préfère, mais il a le mérite de donner la parole à des spécialistes, à des experts qui nous ont rejoints autour de cette table virtuelle. Et je les ai remerciés, et je le referai très chaleureusement parce que je sais que leurs journées sont chargées et que travailler en EHPAD aujourd'hui, spécifiquement aujourd'hui, est une tâche bien, bien complexe. Donc le sujet est un sujet d'actualité, je l'ai dit, et on va essayer de mettre en place certainement un état des lieux, mais aussi peut-être de dessiner des pistes d'action, de réflexion pour demain autour de cette activité de l'accompagnement et du soin au bénéfice des personnes âgées, avec, on l'a dit, des experts qui vont éclairer la réflexion de leur point de vue, et ça me semble extrêmement important que tous puissent s'exprimer sur ce sujet. Donc, je laisse la parole à Aurélien Dutier immédiatement pour donner un peu plus d'éléments sur ce sujet. Bonjour à tous et à toutes. Donc, merci beaucoup d'être présent sur cette thématique. Effectivement, il nous semblait vraiment très important d'échanger, de discuter sur les enjeux éthiques autour du travail en EHPAD aujourd'hui, parce que c'est un constat qui a pu être fait de façon assez récurrente. Mais il y a beaucoup, pendant l'épidémie, pendant la crise Covid, il y a eu un certain nombre de professionnels qui ne se sont pas forcément retrouvés, ou en tout cas il y a eu un écart parfois assez important entre les valeurs des différents professionnels qui ont pu exercer leur travail en EHPAD et puis les contraintes qui s'est exercées pendant cette période-là. Et donc effectivement une crise de sens pour un certain nombre de professionnels avec parfois des départs, avec une difficulté aujourd'hui très importante à recruter, à pouvoir attirer un certain nombre de professionnels dans les établissements. Donc, il y a des enjeux qui sont forts aujourd'hui sur la question de la reconnaissance des professionnels et puis un certain nombre de dilemmes éthiques assez forts entre, d'un côté, concilier la qualité de vie au travail pour les professionnels et en même temps de devoir accompagner et répondre à des besoins de santé, de besoins d'accompagnement de plus en plus importants de la part des résidents. Donc, ce dilemme qui est posé par les managers, par les différentes directions, les différents directeurs, entre à la fois essayer de redonner du sens pour les pratiques professionnelles, aux professionnels, améliorer ou essayer d'être dans un travail d'amélioration de la qualité de vie au travail, de répondre à des aspirations aussi nouvelles, de répondre à des nouvelles façons de penser le travail, et en même temps d'essayer aussi de répondre aux besoins de plus en plus importants des résidents. Donc, dans ces dilemmes, il y a des enjeux assez forts. Et puis, c'est un cercle parfois vicieux, puisqu'effectivement, quand il n'y a pas suffisamment de professionnels dans les établissements, la durée est de plus en plus contrainte pour exercer le soin et l'accompagnement, ce qui ne donne pas non plus forcément envie de venir y travailler. Donc, on ne sait pas parfois sur quel levier agir pour pouvoir changer cette mécanique. Et il y a effectivement beaucoup de sujets qui sont posés derrière ces thématiques-là. Comment on transforme peut-être le travail en EHPAD? Est-ce que c'est aussi les modèles de soins, d'organisation de soins qu'il faut repenser? Comment on peut essayer d'attirer, de repenser les dynamiques et les motivations des professionnels pour pouvoir travailler auprès des personnes âgées? Est-ce qu'il faut peut-être aussi finalement repenser complètement le modèle de l'EHPAD, inventer des organisations nouvelles pour essayer de concilier, encore une fois, à la fois le sens des pratiques, la condition de travail et en même temps de répondre encore une fois à ces besoins de plus en plus importants. Donc c'est autour de tous ces sujets-là
qu'on avait envie d'interroger nos différents participants pour le webinaire d'aujourd'hui. Merci Aurélien, merci Miguel. Justement, alors les participants d'aujourd'hui, présentons-les. Tout d'abord, Éric Baudin, directeur de l'Institut de formation aux professions santé de Vendée, directeur de soins également. Éric? Tout à fait. Tout à fait. Nous avons trois représentants d'IFP aujourd'hui, puisque nous avons également John Ballet, cadre de santé, formateur à l'Institut de formation aux professions de santé de Vendée. Et puis, nous avons une étudiante également, Charlotte Limousin, également à l'Institut de formation en soins infirmiers. On verra un petit peu avec vous, Charlotte, la manière dont vous percevez le travail en EHPAD et dont le perçoivent vos collègues également actuellement en formation. Avec nous également Véronique Borriello, directrice d'EHPAD, vice-présidente de la Fédération nationale des associations de directeurs d'établissements et services pour personnes âgées. J'ai bien tout bon, Véronique? OK. Et Noémie Terrien, responsable de la structure régionale d'appui Calirel. Juste, Noémie, au cas où nous aurions des auditeurs ou des spectateurs qui ne connaîtraient pas le Qualirel, est-ce que vous pouvez juste dire un petit mot pour expliquer de quoi il s'agit? Oui, bien entendu. Merci Xavier. Donc Calirel Santé, c'est une association, structure régionale d'appui, qui accompagne les établissements et structures, notamment les EHPAD, sur les questions de qualité et de sécurité des soins et des accompagnements. Et notamment dans nos travaux, nous portons des travaux en lien avec l'espace de réflexion éthique sur le lien entre qualité de vie au travail et qualité et sécurité des soins. Voilà, et devrait nous rejoindre également d'ici peu Alice Casagrande, présidente de la Commission nationale lutte contre la maltraitance et promotion de la bientraitance, et qui a également réalisé des missions sur les métiers du grand âge. Elle nous en parlera bien sûr quand elle nous aura rejoint. Mais avant, je me retourne vers vous à nouveau, Miguel, Aurélien, puisque vous, à l'EREPL, vous avez également mené une enquête auprès d'élèves aides-soignants de la région des Pays de la Loire concernant ce sujet, donc du travail et de la motivation pour travailler en EHPAD. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Bien sûr. L'idée de cette enquête était de faire le point sur la perception que pouvaient avoir des jeunes, des moins jeunes parfois, futurs aides-soignants qui pouvaient être amenés à travailler en EHPAD. Alors, on va vous présenter quelques éléments de cette enquête qui a été réalisée à l'initiative de l'Espace Éthique, c'est vrai, mais en partenariat avec deux organismes de formation, l'IFMA du CHU de Nantes et l'IFSO Angers et Laval, et avec l'accompagnement méthodologique du CCAS et de la chef projet d'un dispositif sur lequel on dira quelques mots, qui est Alice Lagrève. Donc les éléments de réponse, je vais vous les présenter en partageant mon écran. Voilà, j'espère que vous le voyez. Est-ce que vous voyez les diapositives? Oui, tout à fait. Bon, merci beaucoup. Donc, le but de cette enquête qu'on avait baptisée État DOMAS, établissement, domicile, assistante, aide-soignante, vous l'avez compris. L'idée, c'était de recueillir l'avis des futures soignantes sur une activité professionnelle en temps partagé, EHPAD domicile. Parce que ça, c'est une des réponses qui est imaginée pour améliorer l'accompagnement des personnes âgées à domicile. Donc, c'était pendant un mois, mars 2021, c'est pas très vieux, à l'aide d'un questionnaire en ligne, et on a pu recueillir 227 questionnaires complets, à la fois à Nantes et Angers. L'une des questions posées, il y en avait plusieurs, mais celle-là était importante, c'était de savoir, quand on était élève aide-soignante, quand on avait fait des stages, quel était le travail qui pouvait paraître le plus intéressant. Et on voit bien que aussi bien le domicile que l'EHPAD donnent à peu près le même nombre de réponses. Et ce qui est intéressant, c'est qu'un quart des répondants ne savent pas, probablement parce qu'ils n'ont pas encore fait le choix de leur futur lieu d'exercice. Dans quel cas de l'aide-soignante vous paraît-elle bénéficier de la plus grande autonomie? Très clairement, c'est au domicile que se situe cette plus grande autonomie pour la grande majorité des répondantes. Et puis, la question était intéressante et Aurélien aura des commentaires qui avaient été ajoutés
par les répondants. Au domicile, le travail de l'aide-soignante vous paraît-il mieux reconnu et plus valorisé qu'en EHPAD? Et vous voyez comment les réponses sont assez nettes parce que les aides-soignantes ou futures aides-soignantes considèrent que ce n'est pas la réalité, que ce n'est pas au domicile que leur travail est le plus reconnu. Je te laisse la parole peut-être Aurélien pour les commentaires qui avaient été ajoutés. Effectivement, alors sur cette question, sur la question de la reconnaissance, les commentaires étaient un peu plus contrastés puisque, effectivement, pour certains, il y avait plus de reconnaissance en EHPAD. Par exemple, une professionnelle répondant indiquait qu'il y avait plus de remerciements en EHPAD qu'à domicile, qu'au domicile, l'aide-soignant était considéré comme une bonne à tout faire, je cite. Pour d'autres réponses, au contraire, il y avait peut-être plus de valorisation, au contraire, au domicile. Par exemple, qu'au domicile, l'entourage a tout loisir de rendre compte du travail effectué auprès des proches. Et puis pour d'autres commentaires, les deux, que ce soit en EHPAD ou au domicile, il n'y avait pas de valorisation. Et je cite, pour beaucoup de gens, nous ne sommes juste là pour le change des couches. Donc, il y a un certain nombre de professionnels qui considèrent que le problème est plus global et qu'il y a peu de reconnaissance, que ce soit en EHPAD ou au domicile. Quand on demande aux élèves, aux futures aides-soignantes, si elles envisagent de travailler auprès des personnes âgées, on va dire que la majorité, près de 60% le disent oui, on veut travailler auprès des personnes âgées, mais près de 30% disent ne pas savoir encore où elles souhaiteraient pouvoir exercer leur activité. Et puis, par rapport à ce dispositif, ou l'un de ces dispositifs qui a été imaginé, avec un temps partagé entre le domicile et l'EHPAD, la question était de savoir si ça pouvait peut-être rendre le métier plus attractif. Et vous voyez comment, en vert, les répondants sont plutôt d'accord pour dire que ce temps partagé entre l'EHPAD et le domicile pourrait constituer un élément plus attractif. Et puis, quand on leur pose la question, c'est plutôt partagé finalement. Seriez-vous intéressé par ce mode d'exercice qui associerait à la fois l'EHPAD et le domicile, c'est-à-dire que vous travailleriez en même temps à l'EHPAD et en même temps à domicile? Bon, là c'est très partagé et ça mériterait qu'on en discute et vous aurez probablement l'occasion de le faire. Voilà les éléments très rapidement de cette enquête qui peuvent faire débat et en tout cas initier la discussion. Merci Miguel, merci Aurélien. Justement, je vais directement aller vers vous, Charlotte, puisque vous êtes vous-même étudiante. Juste pour avoir un petit retour, vous, qu'est-ce que vous en pensez du résultat de cette enquête? Est-ce que vous vous situez dans ces résultats à peu près dans ce que vous avez pu lire? Moi, en tant qu'avec mes autres collègues, j'ai pas forcément vu ça, du fait qu'il y en ait beaucoup qui veuillent, aller travailler en EHPAD justement, c'était plus, dans l'autre sens. C'était, plus, des étudiants qui ne voulaient pas forcément aller travailler en EHPAD, pas forcément intéressés. Mais d'un côté, tant mieux s'il y en a qui sont intéressés d'aller travailler en EHPAD. Moi, j'avais pas eu ce ressenti-là. D'accord. Justement, parlons du ressenti. On va essayer de faire un petit état des lieux pour commencer, pour voir où chacun se situe. Comment vous percevez, vous, à votre niveau, les EHPAD et le travail en EHPAD? Je suis allé faire quelques recherches et je me suis dit que j'allais faire quelques recherches avant la crise Covid pour voir où on en était et puis aller voir quelques enquêtes également après pour voir si les choses avaient évolué dans un sens ou dans un autre. Et je vois que Alice Casagrande vient de nous rejoindre. Et, bonjour Alice, donc je rappelle que vous êtes présidente de la Commission nationale lutte contre la maltraitance, promotion de la bientraitance et vous avez également effectué des missions sur les métiers du grand âge. Et merci de nous avoir rejoints. Donc j'aurais aimé faire un petit bilan avec chacun d'entre vous. Comment vous voyez les EHPAD? Donc en 2017, j'ai récupéré une petite étude, c'était une mission parlementaire devant la commission des affaires sociales. Elle s'est penchée donc sur le sort du personnel soignant en EHPAD et non pas à la maison, à domicile, uniquement en EHPAD. Ont été interrogés l'ensemble des représentants des personnels ainsi que des organisations syndicales et des représentants des usagers ont été consultés. Les conclusions, elles ne sont pas fameuses, vous me direz, si on noircit le trait ou si c'est la manière dont vous percevez les EHPAD.
conditions de travail préoccupantes, tant d'un point de vue physique que psychologique. Pour les aides-soignantes, taux d'absentéisme moyen atteint de 10% et taux d'accident du travail est deux fois supérieur à la moyenne nationale. Autre point critique relevé par le rapport, une médicalisation insuffisante des établissements, un système de tarification kafkaïen, je cite, hein, et un manque criant de personnel. Un tiers des établissements sont dépourvus de médecins coordinateurs et la grande majorité des EHPAD n'ont pas d'infirmiers de nuit, ce qui engendre souvent des hospitalisations en urgence qui auraient pu être évitées. Donc des conclusions alarmantes, dit le rapport, qui rejoignent celles faites depuis longtemps par des professionnels sur le terrain. Cadenance infernale, sous-effectif. De cette situation résulte une maltraitance institutionnelle. Et je pense que Alice, voilà, je vois les sourcils qui viennent de se lever, aura certainement des choses à dire. Ça, c'était en 2017. Maintenant, quand on regarde aujourd'hui, 2021, avec la crise sanitaire, on retrouve exactement les mêmes problèmes, contraintes physiques, psychologiques, organisationnelles des salariés et de leurs managers, de plus en plus fortes, manque de temps, relations dégradées au sein des équipes et avec la hiérarchie, maltraitance. Alors, ça fait beaucoup de choses et c'est ce qu'on voit dans la presse. Donc, ce que je voulais voir avec vous, pour voir où on en était, c'était qu'est-ce que vous en pensez de ce bilan avant et après Covid, qui semble finalement être le même et peut-être qu'il s'est encore accentué pendant cette crise sanitaire. Donc, j'aimerais votre retour là-dessus. Et je vais commencer par vous, Véronique Borriello. Je rappelle que vous êtes directrice d'EHPAD et vice-présidente de la Fédération nationale des associations de directeurs d'établissements et services pour personnes âgées. Que pensez-vous de ce bilan très noirci que je viens de faire? Est-ce pour vous, en tant que directrice d'EHPAD, la réalité? Est-ce qu'on est en dessous ou est-ce qu'on exagère un petit peu? Bonjour à tous, merci déjà pour votre invitation. Alors, un bilan effectivement qui semble assez noir, comme vous l'avez dit. Pour autant, ça fait des années au niveau de la FNADEPA qu'on alerte, nous, les politiques, sur la situation, tant au niveau des établissements d'ailleurs qu'au niveau du domicile, sachant que la préoccupation première, c'est vraiment de répondre aux besoins des personnes âgées et de pouvoir prendre soin. Mais en fait, on parle beaucoup depuis le début là, du soignant, enfin du soin. Mais pour moi, il n'y a pas que les aides-soignants ou les infirmiers qui prennent soin. Pour moi, le soin, c'est aussi l'accompagnement. Et aussi bien le cuisinier que l'agent hôtelier, que le jardinier, que l'agent d'accueil, que le directeur d'ailleurs. On est là avant tout pour prendre soin des personnes. Alors effectivement, un manque cruel. La presse s'évertue souvent à mettre en avant une image très noircie. Et du coup, la presse met souvent en avant ce qui va vraiment mal ou pas bien. Et c'est aussi un des manques importants au niveau du domaine des personnes âgées, mais pas que d'ailleurs, c'est effectivement on ne sait pas, je pense, enfin on pense en tout cas communiquer et pouvoir communiquer positivement sur ce que l'on fait de très bien parce que chaque jour, on accompagne au mieux les résidents, les personnes âgées avec les moyens dont on dispose. Et du coup, on ne met pas assez en avant tout ce qui se fait de très bien au quotidien dans les établissements, mais aussi au niveau des services à domicile. Ça, c'est le premier point que je pense important de souligner parce que, en lien avec la thématique que vous abordez aujourd'hui, on a travaillé en EHPAD aujourd'hui, donner du sens, c'est aussi pouvoir faire en sorte que le secteur et le domaine puissent être attractifs. Tant au niveau du travail qui est fait, mais pas que, j'ai envie de dire. Alors, au niveau de la FNADEPA, on a travaillé, ça fait longtemps en tout cas qu'on demande une réforme véritablement du système. Vous avez parlé tout à l'heure dans votre introduction de changer les modèles d'organisation. Est-ce que véritablement c'est lié uniquement à un problème d'organisation au sein des services ou au sein des établissements? Nous, la question, c'est derrière, est-ce que ce n'est pas un problème d'organisation des systèmes aujourd'hui mis en œuvre et mis en place au sens large du terme? Ça fait très longtemps qu'on attend une loi sur l'autonomie et sur le sujet du grand âge. Hélas, cette loi ne vient pas et ne vient toujours pas. Du coup, au niveau de la FNADEPA, on a
alerté et on continue d'alerter le gouvernement sur ce sujet-là. Et on a sorti récemment 25 propositions et avec 3 objectifs phares. Donc, soutenir les professionnels, ça c'est une évidence, parce qu'il y a une urgence sociale importante. Alors, avant tout, effectivement, par rapport au ratio de personnel, parce que ça c'est évident. Si on avait plus de bras, eh bien, on accompagnerait encore mieux que ce que l'on fait aujourd'hui les résidents et les personnes âgées. Et puis, le deuxième objectif, c'est un impératif éthique. Et du coup, c'est très en rapport avec le sujet de l'espace éthique, en l'occurrence, pour optimiser le parcours de vie de la personne âgée et lui permettre véritablement de choisir et lui éviter en fait, l'effet millefeuille auquel les personnes âgées, mais pas que, les familles aujourd'hui sont confrontées. Le troisième objectif, c'est de développer les moyens. Alors, on parlait de ratio tout à l'heure, mais c'est aussi la valorisation en tant que telle. Alors, il y a eu des avancées l'année dernière, mais à croire qu'il faut toujours des épidémies ou des catastrophes. Je pense notamment à la canicule. Là, en l'occurrence, l'effet Covid a permis de revaloriser certaines choses. Est-ce suffisant? Je ne crois pas. Et puis, il faut, je vous dis avant tout, je pense, pouvoir communiquer davantage avec la presse et le grand public. Eh bien, c'est aussi pour cela qu'on est là aujourd'hui. Donc, manque de communication, j'ai entendu, ça tombe bien. Et on parler éventuellement plus en détail des propositions que vous avez faites pour cette loi que vous attendez de pied ferme. Je voulais voir avec vous, Noémie Thérien, donc responsable de structure régionale d'appui Calirel, vous qui justement accompagnez les EHPAD, entre autres, dans leur fonctionnement pour qu'il y ait une qualité, une certaine éthique. Qu'est-ce que vous pensez, vous, du bilan que je viens de faire et de ce que vient de dire Véronique? Juste avant de donner la parole à Noémie, je voulais juste intervenir pour rappeler aux internautes qui sont présents et qui sont nombreux à nous écouter, qui peuvent complètement poser leurs questions et que on pourra après transmettre le questionnement des personnes pendant l'échange. Je voulais juste intervenir pour donner cette information. Désolé, Noémie. Non, mais vous avez bien fait, Aurélien, tout à fait. N'hésitez pas à poser vos questions. Noémie. Oui, merci Aurélien, merci Xavier, merci Miguel de me laisser la possibilité de pouvoir participer à cette table ronde et je suis très honorée qu'Alice puisse être présente. Parce que je pense qu'elle va nous partager plein de choses qui sont extrêmement intéressantes à entendre et surtout à véhiculer. Par rapport à ce que vous avez présenté, il faut quand même qu'on se dise et qu'on se partage que de toute façon, la population en EHPAD, elle a considérablement évolué ces 10-15 dernières années avec une population qui est accueillie, qui est de plus en plus dépendante. Et probablement qu'on arrive au jour d'aujourd'hui, alors aujourd'hui peut-être qu'on est arrivé déjà hier à un système organisationnel au sein des EHPAD qui ne correspond pas complètement à la population accueillie. Donc déjà, c'est un premier élément, je pense que c'est aussi important de se le partager. C'est que les équipes, in fine, elles ont toujours l'intention de bien faire et c'est vrai que les pas de bashing, comme ça peut être utilisé, qui est relayé dans la presse, peut être souvent très stigmatisante auprès des professionnels qui sont là pour prendre soin. Et ça a été très bien dit par Madame Borriello, mais peut-être qu'ils ne sont pas dans un environnement qui leur permette totalement de prendre ce soin-là. Et puis, un autre aspect que Madame Borriello a partagé, je pense que c'est aussi important de le partager, c'est qu'en EHPAD, il n'y a pas que des aides-soignantes, il y a un ensemble de professionnels qui sont dans l'accompagnement, mais qui sont dans l'accompagnement du prendre soin, de délivrer des soins, mais il y a aussi des professionnels de l'hôtellerie, il y a les directeurs, il y a les infirmières coordinatrices. Et un élément peut-être qu'on a du mal par manque de temps, mais par ce contexte complexe, c'est de pouvoir avoir des espaces d'échange pour parler du travail. Et dans ces espaces d'échange pour parler du travail, on ne fait ni plus ni moins que de la qualité. Et on peut amener une certaine forme de réflexion éthique. Et au jour d'aujourd'hui, ces espaces-là, malheureusement, n'existent plus.
parce qu'on ne prend plus le temps de les mettre en place, on n'a plus le temps de les mettre en place. Et on est peut-être rendu à un système qui fait qu'à ne pas prendre le temps de partager, on oublie de prendre soin, parce que là, le système devient maltraitant. Et ne nous permet pas collectivement et en interprofessionnalité. Parce que prendre des espaces d'échange, c'est aussi échanger entre professionnels sur les pratiques, sur le regard du travail de l'autre, sur le regard de l'accompagnement. Et puis, c'est aussi prendre le temps d'échanger avec les résidents. Et le sujet du lien entre qualité de vie au travail et qualité sécurité des soins, comme je l'abordais tout à l'heure, c'est ni plus ni moins que la qualité du travail au bénéfice de la personne qu'on accompagne. Et quand on pose ça, c'est vrai qu'on peut se poser un certain nombre de questions sur l'EHPAD de demain. Le redonner du sens est intéressant dans une perspective à moyen ou à long terme. Mais aujourd'hui, comment fait-on pour recréer ces espaces d'échange auprès des équipes pour faire en sorte que chacun trouve le bien-être au travail pour le bien-être du résident. Et ça, il me semble que c'est des éléments vraiment fondamentaux pour les questions de qualité. Et là, tout le monde est embarqué, hein, le directeur, l'encadrement de proximité, les personnels aux cuisines, les aides-soignantes, l'infirmière, le médecin coordinateur quand il est présent. C'est extrêmement important de prendre le temps, même des temps brefs, mais de pouvoir échanger sur les pratiques. Si je retiens bien, tout à l'heure, on parlait de communication externe, avec l'extérieur, avec les médias notamment. On parle, et avec le public de manière générale. Là, on parle également de communication en interne, puisque quand on parlait d'échange, c'est de la communication, en fait, et on reviendra peut-être sur cette notion de temps qui semble vraiment manquer à tout. Peut-être qu'on a eu des changements de paradigme qui ont fait que le temps a été supprimé au détriment du travail. Faire plus, c'est mieux avec moins d'argent et moins de temps. C'est peut-être un des problèmes qu'on va rencontrer. Alice Casagrande, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça, également de ce tableau que j'ai noirci presque volontairement? Je suis plutôt allé chercher, puisque je suis parti des médias, les choses les plus négatives. On disait, il y a quand même du bon dans les EHPAD, et c'est peut-être là-dessus qu'on devrait communiquer, c'est ce qu'on disait. Qu'est-ce que vous pensez, vous qui avez quand même travaillé sur un sujet particulier qui est la maltraitance? Donc là, on va encore un petit peu plus loin. Mais la maltraitance, vous la traitez non seulement envers éventuellement les personnes âgées qui sont dans les EHPAD, mais la maltraitance de manière générale également entre collègues, entre soignants. Qu'est-ce que vous pensez de ce bilan? Alors, merci beaucoup. Et d'abord, merci à tous de m'accueillir aujourd'hui. Et je suis ravie évidemment de revoir Noémie Terrien, avec qui j'ai toujours grand plaisir à travailler. La première chose, c'est que je pense que nous avons du mal, nous, société française, à regarder paisiblement notre vieillesse, à nous projeter dedans et à ne pas la décrire avec une terrifiante ambivalence. Ce sont nos parents dont nous parlons. Et nous en parlons mal. Hein. Nous avons une conception française de la déchéance par l'âge. Hein, c'est la générale de Gaulle, la vieillesse est un naufrage. Alors, c'était Pétain, mais en fait, c'est nous tous. Je pense qu'on a laissé s'installer dans notre société, qui est une société française, c'est une société de la convivialité, mais aussi du paraître, où nous prenons grand soin à la manière dont nous nous habillons, nous prenons grand soin à la manière dont notre apparence sociale se cultive. La vieillesse nous renvoie quelque chose qui est compliqué par rapport à ça. Et donc, quand vous me situez ce rapport de la Commission des affaires sociales, il ne rend, à mon avis, en rien compte de la réalité des EHPAD, puisqu'il oublie tout ce qui est en réalité les ressources des personnes à l'œuvre. Et donc, nous avons un constat extraordinairement dur, qui est un constat misérabiliste et qui est un constat qui ne fait pas la justice à ce qui est en réalité fait et très bien fait depuis un certain nombre d'années dans des établissements. Donc ça, c'est la première chose que j'ai envie de dire, c'est commencer contre l'EHPAD bashing par dire qu'il y a énormément de choses très, très bien et que ces choses très, très bien, nous n'arrivons pas à les décrire, nous n'arrivons pas à leur donner de forme, de visibilité, etc., à cause, je pense, d'un rapport sociétal très, très, très ambivalent à la dépendance et à la perte d'autonomie, qui n'en est pas une. Enfin, on a des confusions sur les mots. Voilà. Du coup, on a une représentation à la fois hyper sentimentale de ce que serait accueillir une personne âgée, avec un espèce de care débordant de sentimentalité. Et puis, alors, nous les aimons, et puis, alors, c'est notre famille, et puis, alors, etc. Bon, alors, personnellement, je suis très, très réservée vis-à-vis de cette hyper-affectivité
qui, à mon avis, cadre beaucoup plus avec une vision très paternaliste du métier qu'avec la réalité des pratiques équilibrées, soignées et véritablement vertueuses que l'on peut voir fleurir un peu partout. Donc, premier constat. Deuxième constat, il me semble qu'il y a une véritable prouesse managériale dans un EHPAD au quotidien qui sombre assez souvent dans l'enfer de ne se consacrer qu'à remplacer ceux qui ne sont pas là. Et où on finit par avoir 3/4 du temps managérial qui n'est ni avec les partenaires, ni sur la formation, ni sur réinventer les pas d'or les murs, ni sur le jardin, la balnéothérapie, faire venir des animaux, faire de l'intergénérationnel avec des crèches, etc., etc. Mais juste, comment est-ce que je vais faire pour que demain, il y ait des gens? Et ce qui fait que ce métier difficile ne devient plus un métier en réalité, mais une mono-activité incroyablement dure et peu gratifiante qui épuise les cadres et qui, je pense, les mettent aussi dans des situations de se raidir à tout point de vue, soit vis-à-vis d'eux-mêmes, et ils ne prennent pas soin d'eux-mêmes. Donc là, on arrive à des fatigues, à des explosions d'exigences qui sont absolument pas tenables, soit vis-à-vis de leurs équipes. Et alors là, on a des phénomènes de caporal-chef traitant des professionnels de ce qui est aussi fin que la fin de vie, l'altération cognitive et l'isolement familial, avec, ma foi, c'est comme si on essayait de tailler un rosier avec une hache, quoi. Ça ne va pas être possible, ça. Et donc, quand vous vous mettez à être vous-même en absence de ressources, vous traitez les questions managériales subtiles sans subtilité, vous en êtes vous-même malheureux et vos collaborateurs, eh bien, vont s'installer dans une infantilité qui consiste à développer vis-à-vis d'eux, entre eux, vis-à-vis d'eux et vis-à-vis de vous, cadres, et avec les résidents, des attitudes qui sont parfaitement insupportables, qui n'ont rien à voir avec le manque d'effectifs. Rien, hein, les cruautés ordinaires ne sont pas des traductions du manque d'effectifs. Les humiliations, les infantilisations, les petits mots insultants, les interdictions arbitraires de voir sa famille, le fait d'utiliser de l'eau froide et non pas de l'eau chaude avec une personne incontinente parce qu'il faudrait quand même qu'elle arrête de vouloir aller aux toilettes tout le temps, ça n'a rien à voir avec un problème d'effectif. Le fait de manquer de vigilance et qu'il y ait des viols qui ne soient pas parlés entre résidents, qui soient tus et qu'on ne sache pas travailler avec les forces de l'ordre sur des abus sexuels sur les femmes âgées et que ça ne sorte même pas, ça n'a rien à voir avec les effectifs. Le fait qu'il y ait des vols dans les vestiaires des auxiliaires de vie et des aides-soignantes et qu'elles vivent tous en se demandant si on va assister à un vol dans leur propre casier, ça n'est pas quelque chose qui est dû aux effectifs. On va venir aux effectifs et on va les demander et on va les exiger parce qu'on en a besoin et parce qu'on a besoin de travailler dignement et que c'est insupportable à la fin ces lois qui n'en finissent pas de ne pas être votées par des parlementaires qui ensuite osent nous faire les constats qu'ils font et ne pas les voter. Alors merci, gardez vos constats et votez notre loi. Par contre, et je le dis avec beaucoup trop de violence, il faudrait être plus calme, mais je crois, comme Madame Borriello, qu'on est un peu à bout là de ces reports. Et moi, c'est rien, parce qu'évidemment, je n'y suis pas, mais j'ai tellement entendu de professionnels en dureté les uns contre les autres et envers les résidents, et je n'ai jamais vu une aide-soignante heureuse de maltraiter personnellement. Et je ne finis pas de leur dire, arrêtez de penser que les effectifs sont votre seul problème. C'est un problème, mais vous avez besoin de penser votre manière de parler les unes aux autres. Vous avez besoin de parler des rumeurs que vous répandez. Vous avez besoin de parler de votre incapacité à vous rassembler. Là, on a une spécificité des EHPAD qui n'a pas du tout, comme par exemple la psychiatrie ou le monde du handicap, des ressources traditionnellement très étoffées pour penser les problèmes institutionnels. Quand vous êtes dans une clinique psychiatrique, dans un hôpital psychiatrique ou dans le champ du handicap, il y a des outils qui sont des outils de la psychologie, des outils de la systémie, des outils, etc., qui existent pour les EHPAD, mais souvent sont moins mobilisés dans le milieu des EHPAD. Or, ils sont évidemment très utiles pour comprendre et puis travailler et surmonter nos ambivalences, nos difficultés. Prenez l'outil de retour d'expérience qui est très utilisé dans le milieu sanitaire, et Noémie le sait bien. Combien de fois nous utilisons le retour d'expérience de façon apaisée avec la sortie à l'insu de l'établissement qui, on va se le redire, n'est pas une fugue. Une fugue, c'est un adolescent, et pour une personne âgée, c'est une sortie à l'insu de l'établissement. Il y a des outils qui sont moins mobilisés. Il y a des managers qui sont énormément fragilisés, à qui on demande, et là, avec le Covid, c'est carrément insensé ce qu'on leur a demandé. Et il faut changer de paradigme, c'est sûr. Il faut apprendre à parler autrement des EHPAD, ça, je suis convaincue.
Merci beaucoup, Alice. Beaucoup de choses dans ce que vous venez de dire. Impro, excusez-moi. Non, non, c'est très bien. Et on sent que le sujet vous passionne et vous travaille énormément. Et c'est très, très bien, puisqu'on est là pour ça, pour voir le travail qu'il y a à faire également. Du coup, je vais me retourner vers les formateurs, parce que là, vous avez dit beaucoup, beaucoup de choses. N'hésitez pas, bien sûr, à intervenir si vous voulez réagir par rapport à ce que les uns et les autres disent. Bien sûr, vous êtes libre de demander la parole. Quand il y a beaucoup de choses qui sont dites comme ça, vous avez peut-être des réactions. Je vais m'adresser donc aux formateurs. Beaucoup de choses qui ont été dites, notamment ce que j'entendais dans ce que vous disiez, Alice, à un moment, c'était ces échanges qu'ils peuvent avoir entre soignants, soignantes, échanges qui peut-être ne devraient pas avoir lieu, on l'a bien compris. Mais ça fait peut-être partie de la formation de base de celles et ceux qui vont travailler dans les EHPAD. Donc, alors je ne sais pas qui voudra intervenir à ce niveau-là, Éric Baudin, John Ballet, l'un ou l'autre, puisque vous êtes un petit peu dans le même, dans le même secteur, dans la formation, on va dire. Comment vous formez les jeunes, les soignants, non seulement aux gestes techniques, mais à cette éthique, cette bienveillance qu'on voudrait que les uns et les autres montrent avec leurs collègues notamment? On fait du mieux qu'on peut, déjà. Je pense que déjà, moi en tant que directeur, je vois il y a deux vraiment pans différents. Il y a la formation aide-soignante, où les aides-soignantes en formation ont plutôt envie de s'orienter vers le secteur médico-social et les EHPAD. Et puis, il y a la formation infirmière. Et dans la formation infirmière, je crois que sur nos 200 étudiants, donc il y en a 180 qui vont arriver en troisième année. S'il y en a un ou deux qui veulent travailler en EHPAD, au moins faire des stages, c'est le maximum. Donc je pense qu'il faut vraiment qu'on travaille le partenariat, l'attractivité. Il faut qu'on donne envie à nos jeunes d'aller travailler, faire des stages en EHPAD, découvrir aussi les bons côtés de l'EHPAD. Il y a des choses qu'on fait très bien en EHPAD. Il y a des professionnels qui n'y vont pas parce qu'ils ont aussi, voilà, ils entendent aussi la presse et ils n'ont pas forcément envie. Alors qu'il y a des EHPAD, dont j'en connais quelques-uns, qui fonctionnent très très bien. Et je pense vraiment que nous, la formation, on ne peut la réussir qu'en partenariat. C'est-à-dire que nous, on peut apporter des apports théoriques. Quels que soient les apports théoriques, il faut quand même qu'ils puissent se confronter au terrain, partager avec les équipes du terrain, pour voir aussi avoir un autre regard sur la personne âgée. Ça me semble hyper important. Et puis, c'est aussi ce qui fera qu'on aura des professionnels qui souhaiteront aller travailler avec les personnes âgées. Donc ça, je pense que c'est un point de vigilance. Et en vous écoutant, je me dis aussi que peut-être qu'au niveau des instituts de formation, il faut qu'on travaille plus l'interprofessionnalité, c'est-à-dire qu'on fasse plus de temps d'échange. Nous, on a 3 formations, hein. On a les ambulanciers, on a les aides-soignants, on a les infirmiers, mais on a très peu de temps de travail en commun. Et il y a peut-être des UE qu'on pourrait travailler en commun. Je veux dire, il y a des actions, on peut travailler peut-être de la simulation en santé, des actions pour vraiment montrer ce travail, cette approche pluriprofessionnelle, dans le prendre soin. Et je pense que ça, c'est peut-être aussi une des pistes qu'on devrait peut-être évoquer pour peut-être aussi mieux préparer nos futurs soignants. Nous, c'est notre travail. Mais pour ça, je pense qu'on a vraiment besoin de développer le partenariat entre les instituts de formation et les terrains. On le voit bien, hein, qu'on a un mal fou à trouver des terrains de stage parce que c'est compliqué aussi. Je pense aussi que les équipes sont épuisées. C'est difficile d'accueillir un nombre d'étudiants important. Mais malgré tout, c'est certainement ce qui fera qu'on donnera envie à nos jeunes de venir travailler en EHPAD. Je vois Noémie Terrien acquiescer à de nombreuses reprises sur cette idée de partenariat, d'échange. C'était le gros de votre intervention tout à l'heure. Hein. C'était ces échanges qui sont nécessaires. Et c'est marrant puisque Alice, quand elle intervenait, elle me disait il y a des échanges, mais ce ne sont pas les bons. Hein, voilà. Donc comment vous parlez Éric, de multiplier les partenariats. Comment se fait-il que cela ne se fasse pas? Qui décide de ces partenariats? Comment ça se passe? Après, c'est un peu sur le volontariat. Moi, j'ai créé cette semaine, je suis allé voir à la Motte-à-Charles des EHPAD du littoral pour leur présenter l'institut de formation, pour leur dire aussi qu'on était là pour les accompagner. Quand un étudiant est en difficulté sur un stage, on peut les accompagner. Je pense aussi que de temps en temps, il faut qu'on ouvre nos instituts de formation aux professionnels de santé. De temps en temps, sur l'institut de formation à La Roche-sur-Yon, on fait venir des conférenciers.
Rien ne nous empêcherait de temps en temps d'inviter quelques professionnels à participer à cette conférence. Je pense qu'un conférencier qui fasse une conférence pour 200 étudiants ou pour 300, dont 100 professionnels, ça permettrait aussi de peut-être de renforcer ce partenariat et ce lien qui doit exister entre les instituts de formation et les terrains. Et puis nous, il faut vraiment qu'on se mette à disposition des terrains quand il y a des difficultés pour accompagner les équipes, leur donner des outils, leur expliquer le fonctionnement. Là, on est sur une réforme des études soignantes. Il faut vraiment qu'on prenne notre bâton de pèlerin et qu'on accompagne les structures pour leur expliquer comment ça va changer, qu'est-ce qui va changer, comment accompagner les gens. Et peut-être aussi demander de temps en temps aux EHPAD s'il y a des formations qu'ils souhaiteraient qu'on mette en place pour répondre à des besoins. Puis on fait souvent des formations par catégorie de métier. Il faudrait peut-être faire des formations qui permettraient peut-être de rapprocher plusieurs formations différentes. Je vais revenir vers vous, Véronique, par rapport à ce que vient de dire Eric, mais je voulais juste voir avec John. Vous, les étudiants, quand ils arrivent, on a vu la petite enquête de l'EREPL tout à l'heure. Vous, les étudiants, quand ils arrivent chez vous, quelle est leur image, l'image qu'ils ont des EHPAD? Est-ce qu'ils ont l'image de la presse, justement, cette image noircie, ou est-ce qu'ils ont quand même déjà, quand ils arrivent, une image un peu plus juste, on va dire, de ce milieu? Alors oui, c'est une des questions centrales, surtout avec nos étudiants de première année quand ils arrivent. J'ai envie de dire que c'est un peu. Alors, ce qu'il faut repérer, c'est que nous, on a à peu près des promotions de 200, bientôt un petit peu, pratiquement 240 étudiants. Donc, on a des profils qui sont très diversifiés. Mais bon, d'ordre général, on a quand même en grande majorité des étudiants qui vont avoir, qui ont tout juste 18 ans, hein, voire 17-18 ans, et qui n'ont pas d'expérience de terrain et qui ont des représentations sociales, en effet, autour de la personne âgée qui vont se rapprocher de ce qu'ils peuvent connaître auprès de leurs grands-parents éventuellement, même si, ou de quelques expériences de visite dans un EHPAD. Bon. Généralement, ils arrivent, comme le disait tout à l'heure Éric Baudin, ils arrivent avec cette idée quand même de reproduire un petit peu les schémas des séries télévisées américaines autour de Grey's Anatomy, si vous voulez ce que je veux dire, où en effet, au départ, ils ont cette idée de devenir tous plus ou moins urgentistes. Et rapidement, ils s'aperçoivent que les stages de première année vont être en majorité des stages d'EHPAD. Et oui, parce que le premier axe de la formation, c'est en lien avec l'accompagnement d'une personne qui souffre de dépendance. Alors, tous, oui, tous vont aller dans une structure pour personnes âgées dès la première année, et ce n'est pas sans provoquer parfois de véritables, alors je dirais pas difficultés, mais en tout cas un véritable questionnement les concernant, puisque pour la première fois, certains vont se retrouver confrontés aux pathologies liées au vieillissement. Tout à l'heure, on parlait de la déchéance physique. Je pense à la démence. Je pense même à la rencontre d'un corps vieillissant, de faire des soins qui sont en effet, qui les ramènent à une confrontation à l'ordre de l'intime. Bon, vous voyez, toutes ces effractions, hein, moi ce que j'appelle les effractions pour nos jeunes qui n'ont jamais que 17-18 ans et qui font que certains vont être profondément marqués parce que en termes de préparation, même si, comme on le disait tout à l'heure, on fait du mieux qu'on peut et on essaye de les préparer au mieux à cette rencontre, eh bien, parfois, ça peut être très difficile parce qu'on est face à un étudiant qui arrive avec toutes ses représentations et qui doit en effet travailler autour de la connaissance de soi et de ce rapport à l'autre et de ce rapport à soi. Donc, bon, voilà. Charlotte, je vous vois acquiescer. Je rappelle, vous êtes étudiante en institut de formation en soins infirmiers et puis vous avez été réquisitionnée, il faut le dire, pendant un mois en tant qu'aide soignante en EHPAD pendant la crise sanitaire. Est-ce que ce qui est dit John vous parle, c'est déjà un petit peu caricatural, cette vision un peu caricaturale quand vous arrivez des urgences suite aux séries télé, mais également Oui. la vision de l'EHPAD et ce rapport avec le grand âge, enfin avec les personnes âgées, c'est le rapport avec la dépendance, le rapport éventuellement avec la mort également. Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous avez ressenti en arrivant et quel a été votre ressenti en sortant de votre stage et de votre réquisition du coup? Déjà par rapport aux représentations, que l'on se fait avant d'arriver, en tant qu'étudiante,
moi, j'ai la chance d'avoir eu des personnes qui sont autour de moi qui travaillent dans des milieux de soins. Alors je savais déjà, à quoi j'étais confrontée, mais on va dire que, j'ai des collègues à moi, c'est sûr que, les représentations qu'on avait pour, en tant qu'infirmière, aide-soignante, elles étaient pas du tout, ce qu'on avait dans la réalité. Heu, du coup, ça, c'est vrai que, c'est totalement différent entre la réalité et ce qui se passe, à la télé. Et après par rapport à ma réquisition en EHPAD, hem, moi, même en tant que stage, j'ai adoré mes stages en EHPAD. Enfin, j'ai pas trouvé ça, horrible comme beaucoup le disent. C'est juste que c'est forcément difficile et en fait, c'est plus le ressenti, des aides-soignantes ou des infirmières qui font que, nous, en tant que stagiaires, on est un peu repoussés d'aller travailler en EHPAD. J'ai eu beaucoup de retours négatifs sur les aides-soignantes, qui étaient fatiguées, qui en avaient marre, qui avaient un lâcher prise, et en fait, c'est ça, en fait, que j'ai ressenti. Après, c'est pas pour autant qu'elles n'aiment pas leur métier. Elles adorent, c'est juste qu'elles sont fatiguées et moi, c'est ce que j'ai ressenti. Par exemple, à la fin de ma première année, j'étais en EHPAD lors de la crise sanitaire et donc mon rôle propre est aussi d'être aide-soignante. Donc j'étais là aussi on va dire, aider, être là pour faire les soins auprès des personnes âgées mais j'étais aussi là avec, les infirmières. Donc j'ai voulu aussi être avec les infirmières pour pouvoir, participer aux soins infirmiers et en fait, il y avait une fatigabilité des aides-soignantes et elles m'ont demandé de rester avec elles pour les aider, aux soins parce que, en fait, j'étais aussi là pour les aider et elles, enfin ça leur, faisait beaucoup de soutien, en fait. Voilà. Donc moi, c'est ce que j'ai remarqué. Merci beaucoup, Charlotte. C'est peut-être ce dont on aurait besoin, hein, des étudiants, des étudiantes qui seraient les ambassadeurs de leur expérience pour parler de ce qui se passe réellement en EHPAD. Véronique, donc je disais, vous êtes directrice d'EHPAD et vice-présidente de la Fédération nationale des associations de directeurs d'établissements et services pour personnes âgées. C'est ronflant, c'est long, mais voilà. Ça dépasse, c'est plus rapide. Comment? Nadez pas, c'est plus rapide. Oui, 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 mais on ne sait pas forcément de ce dont on parle à ce moment-là. Par rapport déjà à ce que dit... cette histoire de stage m'interpelle puisque si je me souviens bien, Éric Baudin à une reprise dit on a du mal à trouver des... Vous me corrigez, Éric, si je me trompe. On a du mal parfois à trouver des endroits où mettre les stagiaires des EHPAD. C'est simple, l'année prochaine, on aura 227 étudiants infirmiers. Donc, c'était une demande de nos tutelles, en pratique du conseil régional. On a commencé notre campagne, il nous manquait 60 plages de stage. Voilà. Aujourd'hui, il doit nous en manquer plus qu'une dizaine. Donc voilà, quand même, j'imagine que pour faire évoluer l'image du travail dans l'EHPAD et pour qu'il y ait plus de vocation, il faut également qu'il y ait ces stages. Comment expliquer qu'il y a un manque de place pour ces stagiaires? Alors, moi, je vais vous parler de ma situation au niveau de l'établissement que je dirige, mais c'est vrai que nous, on a à cœur de pouvoir accompagner au mieux les stagiaires. On répond la plupart du temps de façon favorable, sachant que un stagiaire, il faut aussi pouvoir l'accompagner, ça c'est évident. Sinon, il n'y a pas de sens en soi à prendre des stagiaires. Moi, j'aurais tendance à dire pourquoi ne pas mettre des croisements entre les fédérations et les centres de formation. Beaucoup d'entre nous, on est prêt à accueillir des stagiaires, mais moi la première d'ailleurs, mais parfois on donne nos capacités en termes d'accueil et puis au dernier moment, ça ne se fait pas. Moi, ça m'est arrivé l'année dernière plein de fois. Hélas, j'ai envie de dire, parce que c'est aussi une manière pour nous de faire découvrir nos métiers et de faire découvrir les établissements. J'aurais peut-être mettre davantage, en tout cas, de passerelles. Je pense qu'on est beaucoup comme moi à rechercher des stagiaires et à ne pas en trouver, en l'occurrence. C'est vrai que nous, on essaye aussi de repenser, on souhaite en tout cas repenser les dispositifs de formation. Et puis, les différents dispositifs d'accueil, aujourd'hui, on propose de la VAE et là, on est tout à fait ouvert à ce genre de possibilités.
On va vers l'apprentissage, mais là encore, ça a un coût. Pour autant, aujourd'hui, l'ARS nous accompagne, pas que. Les organismes de formation nous accompagnent également, mais en tout cas, nous, on reste très ouverts sur ces différents modes d'accueil, ou en tout cas pour repenser ensemble, avec les centres de formation, les dispositifs pour pouvoir accueillir au mieux les personnes. Juste une dernière chose par rapport à ce qui s'est dit tout à l'heure, si je peux me permettre. En fait, j'entends beaucoup depuis le début parler de la dépendance, parler de la souffrance, parler de la charge physique. Moi, j'aurais envie de dire, pourquoi ne pas parler d'autonomie, d'accompagnement et de positiver véritablement. J'ai l'impression mais comme le système d'ailleurs, on valorise l'aspect curatif tout le temps. Et on a souvent tendance à parler de la personne âgée comme une charge, un poids, décrépitude physique, dépendance. Moi, j'ai envie de parler d'autonomie, de capacité, de bienveillance. J'ai envie de parler de prévention, de valorisation de la prévention. Et je pense que si on parlait, nous tous, dans ce sens-là, peut-être qu'on amorcerait aussi le grand public dans les changements qu'on attend, parce qu'il y a aussi de profonds problèmes, je trouve, sociétaux. La société a évolué, la valeur travail a évolué, et on se doit aussi d'accompagner ça et de changer aussi, nous, de nous adapter en fait à ces modifications et en faire une force plutôt qu'une faiblesse. Enfin, moi, j'ai une vision, j'essaie en tout cas de porter une vision positive plutôt que de voir l'envers de la médaille, quoi, si vous voulez. Et du coup, oui, j'aurais tendance, moi, à pouvoir demander, et ça, c'est ce qu'on fait aussi au niveau de la FNADEPA, de demander à mettre l'accent sur tout ce que l'on fait de très bien et de valoriser véritablement les actes de prévention plutôt que de faire l'inverse. Et ça, c'est le système qui nous impose de faire ça aujourd'hui, hélas, j'ai envie de dire, parce que les dotations sont calculées comme ça. Et c'est bien regrettable. On reviendra sur le système parce que je crois qu'il y a beaucoup à dire et même ceux qui nous regardent actuellement sur YouTube se posent des questions sur le système. Alice, je reviens vers vous. Je voulais juste préciser que suite à votre intervention de tout à l'heure, l'un des internautes qui nous regarde, je le cite, a dit qu'il était d'accord avec vous et qu'il faut changer notre façon de travailler et nous respecter davantage, qu'il manque de respect, il faudrait davantage de respect. Vous vouliez réagir par rapport au retour d'expérience de Charlotte? Oui, merci beaucoup et merci à l'internaute. C'est sympa de nous dire ce que vous pensez, parce que là, on s'exprime devant un écran, c'est toujours un peu bizarre. Alors, merci à vous. Oui, j'avais deux réactions. La première, c'est que je pense que l'EHPAD bashing commence dans l'EHPAD et que du coup, en réalité, il est commode toujours d'extérioriser l'ennemi et donc vraiment, les journalistes sont pas sympas et vraiment un tel ou un tel ou un tel. Mais en réalité, et je crois qu'on le voit bien au retour des stagiaires ou des jeunes étudiants, il y a parfois des équipes qui coulent elles-mêmes toutes sortes de raisons, les coopérations possibles, les jeunesses enthousiastes possibles, les stagiaires possibles, et que évidemment il y a des questions administratives qui se posent. Et encore une fois, n'éludons pas la question des moyens, mais il y a aussi cette espèce de faculté de production délétère et il faudrait là se pencher très très attentivement sur le recrutement des professionnels, leur ancienneté, les situations sociales dans lesquelles ils se trouvent. Je vous rappelle qu'une des questions qui a beaucoup interpellé les fédérations, c'était le nombre d'aides-soignantes d'EHPAD sur les ronds-points au moment de la crise des Gilets jaunes. Ça, c'est très intéressant parce que c'est très dérangeant, parce que ça veut dire qu'on a là, dans les établissements, une sociologie d'un certain collaborateur qui sont avec une révolte considérable de la manière dont ils sont amenés à travailler ou à ne pas faire ce qu'ils souhaiteraient et qui se vivent privés de participation, privés de possibilités d'initiative. Et on a donc des foyers de ressentiment qui sont très forts et qui minent les gens et qui minent aussi leur capacité d'attirer des stagiaires, d'attirer des cuisiniers, d'attirer des jardiniers, d'attirer des étudiants, d'attirer des personnes dont ils ont pourtant absolument besoin et qui leur font tellement de bien. Et on entend tout de suite, on voit ce sourire tout à l'heure dans ce retour d'expérience. Finalement, elles m'ont demandé de rester. Mais moi, je comprends, je vous voyais, je me disais, ouais, moi, je veux aussi vous demander de rester. Franchement, ça fout la pêche. Et la deuxième chose que j'avais envie de partager avec vous, c'est qu'on voit une vraie différence dans cette nouvelle perception des personnes qu'on essaye d'installer avec ce vocabulaire positif dont il était question, autonomie, capacité, etc. Regardez à quel point les dispositifs de patients experts
ont commencé à s'installer dans le monde de la santé avec l'éducation thérapeutique, avec les patients partenaires, avec les patients formateurs. Maintenant, regardez le monde du handicap avec la pérédance. Regardez le monde du handicap avec tout ce qui est en train de circuler sur la circulation des expertises. Et maintenant, regardez le monde de l'âge. Eh bien, nous n'en avons pas des patients experts âgés, nous n'en avons pas des pérédants âgés. Or, évidemment, il y en a. Et nous avons là un sujet absolument en or d'innovation pédagogique consistant à faire intervenir des personnes âgées en situation de dépendance cognitive ou sensorielle, ou etc., face à des étudiants pour, comme on le fait maintenant en médecine et c'est dans la loi, comme on le fait en travail social et c'est dans le décret de définition du travail social de 2017, on mobilise les savoirs expérientiels et on donne aux étudiants, on donne aux stagiaires une conception en 3 dimensions du métier, la dimension des savoirs d'expérience des professionnels qui font de l'artisanat d'art avec la fragilité, avec la fin de vie, avec la douleur, avec la solitude. On donne aux professionnels, bien sûr, tout le savoir des formateurs, qui sont des savoirs universitaires, des savoirs scientifiques, et puis on leur donne au même niveau accès au savoir d'expérience des personnes en situation de dépendance qui ont vécu la perte d'autonomie, qui ont commencé à ne plus pouvoir aller aux toilettes seules, qui ont un jour dû avoir une toilette qui était faite par une aide-soignante qui, c'était la première fois qu'elle le faisait, n'en menait pas large. Et donc, on a une communauté d'acteurs qui est bien, bien en retard dans les champs des personnes âgées par rapport à ce qu'elle est aujourd'hui dans le champ, disons, du cancer, de la dialyse, du handicap cognitif, du handicap moteur. Et là, encore une fois, ça renvoie au fait qu'on a un impensé là, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas, alors qu'on a vécu des générations entières en train de dire il y a la sagesse des anciens, eh bien, on n'arrive pas à imaginer qu'une personne âgée dépendante puisse être un professeur, un enseignant qui va donner des clés à tous les collaborateurs, qu'ils soient ergothérapeutes, qu'ils soient kinés, qu'ils soient médecins, qu'ils soient, etc., des clés de, OK, la vie avec le grand âge, c'est quoi ? Je vais vous expliquer ce que c'est chouette pour ça et ce que c'est difficile pour ça. Je vais vous expliquer comment, en fait, ça va me faire du bien. Et si je me fais du bien et si je vous apprends à me faire du bien, c'est un cercle vertueux. Et donc là, je crois qu'on a une clé extraordinaire. Monsieur Baudin, je crois, disait tout à l'heure, on pourrait faire de l'interprofessionnel, de l'interdisciplinaire, tout à fait. Et la personne qui peut le mieux faire ça, qui mobilise le mieux pour ça, eh bien, c'est les personnes âgées elles-mêmes, chacune. À Vancouver, les étudiants en médecine, kinés, sages-femmes, pharmaciens, infirmières, aides-soignantes ont un tuteur. C'est un tuteur patient, un tuteur personne âgée, un tuteur aidant. Et ce tuteur, pendant leur première année d'études, va leur apprendre à travailler ensemble, pharmaciens, IDE, kinés, sages-femmes, etc., apprendre à travailler ensemble autour de son savoir expérientiel. Ça veut dire qu'on a des trésors de ressources, il faut aller les chercher et il faut y penser. Merci Alice. N'hésitez pas à intervenir, vous pouvez lever la petite main, hein, vous le savez, si vous avez une réaction par rapport à ce que vous dites les uns les autres. Noémie, justement, vous vouliez réagir. Oui, merci. Alors, c'est terrible parce qu'en fait, il y a plein de choses qui se disent, donc on a envie de rebondir sur tout. Moi, je voulais rebondir sur les propos, alors à la fois d'Éric, de Charlotte et puis de choses qu'a évoqué Alice. Éric a réévoqué la question de l'interprofessionnalité et dès la formation initiale. Et moi, ça me semble vraiment essentiel avant même d'aller en stage, de comprendre et de faire en sorte qu'on puisse se partager entre les différents professionnels qui vont exercer, que ce soit en établissement de santé et en EHPAD, et que l'étudiant, quand il arrive en stage, il se rend compte que cette interprofessionnalité, elle existe aussi dans l'établissement. Alors, quand je dis ça, c'est pas du tout pour être stigmatisant, mais bien entendu que le travail en équipe, il est incarné en EHPAD. L'ensemble des professionnels exercent ensemble, mais est-ce que ces professionnels, ils arrivent à avoir des temps ensemble pour parler de l'accompagnement des personnes qu'ils accompagnent ensemble? Et ça me fait tirer le fil de la question du travail en équipe. Moi, je travaille beaucoup à Calirel, on travaille beaucoup sur ce sujet-là. Dans le travail en équipe, c'est pas que l'équipe de soignants, dans l'équipe, il y a aussi la personne qu'on accompagne. On peut s'interroger aussi, et nous, ça nous interroge sur la difficulté à faire vivre les projets personnalisés. Et c'est ce qu'évoquait Alice à un moment donné, c'est comment on fait intégrer l'expérience de la personne qu'on accompagne pour faire en sorte que ça donne du sens à l'ensemble des équipes.
parce que la parole de la personne âgée, et la personne âgée, elle peut s'exprimer, il y a différentes formes d'expression. Cette parole-là ou cette expérience-là, elle met tout le monde d'accord sur la façon dont on peut au mieux adapter son accompagnement. Et je reviens encore sur le sujet des temps d'échange et du retour d'expérience, mais si on n'arrive pas à se trouver des temps communs, 5 minutes, un briefing de 5 minutes, en se disant, mais c'est quoi les points clés? Qu'est-ce qu'on a besoin de se partager aujourd'hui pour accompagner monsieur machin, madame truc? Qu'est-ce qui est important pour son bien-être, pour son accompagnement? Si on n'arrive pas à introduire ça, effectivement, les étudiants qui arriveront, ils vont arriver dans un monde, ça ne sera pas Grey's Anatomy, parce que dans Grey's Anatomy, ils travaillent en équipe. Et du coup, on va arriver dans une structure, on va se dire, mais c'est une vision en silo du fonctionnement. Et il y a plein de choses qui se font, et je voulais souligner et en profiter pour partager là, notamment en région Pays de la Loire, Calirel, on anime l'espace ressources simulation en santé. Et avec l'ARS, on a diffusé un appel à projet, notamment pour des réponses sur des projets de simulation en santé. Et notre thématique prioritaire cette année, c'est le travail en équipe, avec l'interprofessionnalité et spécifiquement avec un zoom spécifique sur le secteur médico-social. Alors, c'est presque un appel à Monsieur Baudin. Calirel, on est prêt à vous aider à écrire quelque chose. Et si on peut faire en plus de la formation initiale avec la formation continue, alors là, c'est super. Monsieur Baudin, quelle est votre réaction? On est déjà en train de... Ouais, on a reçu l'appel à projet et je rencontre demain le responsable de la simulation sous CHD, mais pourquoi pas, j'entends et je retiens votre proposition de travailler ensemble ce partenariat. Je saisis l'opportunité. Vous avez raison. Moi, je l'ai utilisé parce que dans notre vie, j'étais directeur de soins à Bologne et directeur d'EHPAD. Et c'est vrai que quand on a fait quelques séances de simulation in situ en EHPAD, où on a fait travailler ensemble avec un acteur, des ASH, des aides-soignants, des infirmières, quelle richesse, quelle richesse. On a formé 80 soignantes en une semaine, et là, quand on voit le bonheur de sortir du quotidien, travailler des scénarios, même si ça peut être quelquefois compliqué, mais ça renforce le lien. Ça permet aussi de temps en temps de se poser sur les conditions de travail, sur la prise en soin, le résident, et là, il y a vraiment un travail à faire. Et je pense que là, on a tous à y gagner. Enfin, je pense aux instituts de formation comme les établissements. On a beaucoup parlé de la formation. J'aimerais revenir dans quelques instants au système aussi du fonctionnement, à ce qui est imposé également aux EHPAD, qui est certainement en cause aussi. Ouais, je voulais juste rajouter que je pense aussi que les infirmières, les jeunes infirmières ne veulent pas travailler en EHPAD parce qu'être infirmière en EHPAD, c'est hyper compliqué. Parce qu'en fait, vous avez une infirmière pour 40, 50, 60 résidents âgés, polypathologiques, pas toujours avec une présence médicale forte, et ça peut être stressant et angoissant pour une jeune diplômée. Il y a des jeunes diplômés qui préfèrent, dans un premier temps, se retrouver dans un secteur plus cadré du sanitaire ou de soins de réadaptation pour se forger une expérience et un peu plus tard accéder à l'EHPAD, parce que c'est vrai que en sortant de l'école, être infirmière en EHPAD, c'est aussi un beau challenge. C'est peut-être aussi ce qui fait que nos jeunes infirmières et infirmiers ne vont pas dans un premier temps vers les EHPAD. Encore une question sur la formation qui vient d'une de nos visionneuses, Céline Bronchin, qui pose la question, est-ce que la problématique n'est pas aussi liée à la formation des aides-soignantes, notamment, qui est plutôt adaptée aux hôpitaux qu'aux spécificités des EHPAD? Eric ou John, vous voulez réagir? Mais dans la nouvelle formule, il y a un module qui est un peu plus sanitaire et un module qui est plus sur la prise en soin de la personne âgée. D'accord. Donc, dans la nouvelle formule de la formation AS, ce point-là sera aussi abordé. D'accord. John, vous vouliez réagir? Oui. Concernant ces enseignements, sur la formation initiale, comme infirmière et puis aide-soignante, on essaye de travailler sur des unités d'enseignement autour de l'éthique de l'accompagnement. Et donc, en effet, on essaie d'amener nos étudiants à… Alors, moi, je trouve ça toujours intéressant de parler de l'autonomie de l'autre et de parler de l'autonomie de la personne âgée, essayer de réfléchir autour de, finalement, comment préserver la liberté décisionnelle d'une personne âgée, quel que soit son niveau de dépendance. Mais ce qui est tout à fait important, me semble-t-il, dès la formation initiale, c'est de réfléchir sur l'autonomie de nos étudiants. Et c'est-à-dire, c'est comment les amener à s'engager, à garder la quête de sens. Et quand je vous écoute,
cet après-midi, on entend beaucoup, en effet, le manque de sens, la difficulté à s'engager pour essayer de comprendre les répercussions de notre travail. Et donc, nos étudiants, on les amène aussi petit à petit, et je dis bien petit à petit parce que la mission est rude au regard de tout ce qu'ils doivent apprendre et ingurgiter en l'espace de 3 ans et même une année pour des aides-soignantes, sur comment préserver et même forger, les accompagner à se forger une conception de l'éthique de l'accompagnement. Et la première pierre angulaire, c'est cette capacité justement à sauvegarder sa pensée. Et donc, ça passe par le petit pas de côté. Et vous voyez bien que naturellement, l'association de l'autonomie et sauvegarder l'autonomie du patient, c'est aussi sauvegarder l'autonomie décisionnelle du soignant. Et l'un ne va pas sans l'autre. Et c'est pour ça que je crois que le jour où on arrivera dans nos centres de formation à bien accompagner nos étudiants, à comprendre qu'accompagner l'autre, c'est aussi apprendre à s'accompagner soi, c'est-à-dire accepter que la personne âgée puisse aussi accompagner nos étudiants dans cette démarche-là, pour aller rencontrer la réalité des uns et des autres, eh bien, je pense que l'éthique de l'accompagnement, naturellement, va tendre à aller vers la singularité. Alors, on essaye de travailler tout ça. Hein. Vous voyez que ce n'est pas simple, hein, parce que ça touche vraiment à des grandes problématiques éthiques et que parfois, ce n'est pas évident, il faut du temps et qu'on a besoin les uns les autres de travailler autour de toute cette appropriation-là. Alice. Oui, je voulais faire un petit contrepoint à ce que disait Eric Baudin tout à l'heure, parce qu'au fond, à la fois, je le rejoins sur le fait que c'est compliqué d'être infirmière, toute jeune infirmière arrivée en EHPAD. Mais moi, ce que j'ai vu des infirmières qui arrivaient après les études, c'est une recherche de technicité parce qu'une recherche d'apprentissage. Et donc, elles cherchaient l'hôpital, celle que je connaissais, non pas parce qu'elles trouvaient que c'était trop difficile l'EHPAD, mais parce qu'elles trouvaient qu'il n'y avait aucune acquisition de compétences dedans. C'est faux, évidemment, mais parce que leur conception de la compétence, pour un certain nombre d'entre elles, de ce que j'ai pu comprendre, évidemment, l'acquisition de la compétence psychosociale et relationnelle n'est pas assez du tout conçue comme un vrai challenge. Elles considèrent que finalement, c'est de la sous-médecine, de la sous-infirmière. Et la vraie infirmière, c'est la réa. La vraie infirmière, c'est la cancéro. La vraie infirmière, c'est l'éducation thérapeutique. Je force le trait. En tout cas, moi, ce que j'ai vu, c'est finalement des professionnels qui avaient envie de challenge, qui avaient envie d'adrénaline, qui avaient envie, de se retrouver dans ce qu'on voit à la télé, autour du SMUR, autour d'un certain nombre de choses comme ça, qui mobilisent une certaine envie de sauver, je crois, et moins, il me semble, cet accompagnement dans la chronicité dont il vient d'être question et à quel point, effectivement, le challenge des formateurs est difficile. Parce que rien autour de nous ne nous y encourage, et Netflix moins que les autres. Il n'y a pas dans notre corps social au sens large des facultés de création, de maturation qui précèdent l'entrée en formation. Du moins, c'est très inégal. Du coup, notre environnement, je dirais, de Uber à Netflix ou de Netflix à Amazon n'est pas un univers qui facilite, je trouve, l'entrée en formation et la tâche des formateurs. Ce qui fait qu'à mon avis, les formateurs, ils ont, et je souscris vraiment tellement à ce qui vient d'être dit, une tâche colossale. Alors, et c'est certainement pas pour dire « Ah ouais, avant, il y avait des professionnels, ils étaient trop mûrs, et alors maintenant, les nouveaux, là, vraiment, c'est pathétique. » C'est pas du tout ce que je veux dire. C'est que je crois que la formation elle-même s'inscrit dans un contexte de représentation sociale dans lequel, quelque part, il y a un super boulot dès lors que tu le fais un peu avec ton smartphone. Et ça, quand on est avec un accompagnement de maladies neurodégénératives, c'est pas complètement simple. Bien évidemment qu'il y a des choses que la technologie peut tout à fait améliorer. Je pense à la télémédecine pour des personnes en EHPAD, par exemple, qui peut être un accès à des spécialistes très pointus qui vont faciliter la vie vraiment colossalement. Et que dire de ces tablettes qui ont été notre petit fil d'argent du lien social pendant le Covid. Donc, ce n'est pas du tout pour dire que les EHPAD et le métier en EHPAD est rétif au numérique ou à ces outils, mais c'est pour dire que les étudiants, me semble-t-il, vont avoir chez certains, on a entendu Charlotte, je ne sais pas, il doit y avoir une prédisposition d'écosystème autour, peut-être, qui fait que le relationnel est un métier et que ça s'apprend et que c'est une compétence. Et puis, chez beaucoup d'entre nous, d'une certaine façon, le vrai métier, le vrai soin, la vraie médecine, le vrai kiné, c'est pas quand même le truc qui va au rythme de sénateur dans l'EHPAD. Donc là, je trouve qu'il y a aussi quelque chose à défaire au niveau de l'école.
C'est-à-dire qu'il faut que nous ayons ce réflexe des savoirs expérientiels à partir de l'école. Pour parler du civisme, il ne faut pas en parler avec des abstractions juridiques, il faut laisser des personnes qui sont atteintes de troubles cognitifs, qui sont en fauteuil roulant, qui sont l'épouse d'un homme qui a la maladie d'Alzheimer, discuter avec les collégiens. Les collégiens ont une énorme empathie et un intérêt pour la personne, un intérêt pour les sujets psychologiques. Donc, allons-y et dès le début, installons chez les collégiens le fait qu'être jardinier, ergothérapeute, cuisinier ou soignant en EHPAD, c'est avoir affaire à la complexité humaine la plus subtile et la plus passionnante. On revient toujours à cette image qu'il faut redorer avant, notamment pour ceux qui se forment. Juste un petit message quand même de Ali qui nous dit que certes, c'est pas forcément technique, moins technique, on va dire, qu'on pourrait le penser, mais il y a beaucoup de responsabilités et beaucoup d'autonomie dans le travail. Et c'est important de le signaler. On a parlé beaucoup de formation et de ce qu'il faudrait. J'ai Noémie qui veut réagir. Toujours sur l'information, un dernier mot. J'aimerais qu'on parle du système, de la manière dont ça fonctionne, puisque il y a eu des réformes depuis 2000, des années 2000. Qui font que on doit faire mieux, je le disais tout à l'heure, avec moins. C'est un des sujets qui a été évoqué également par ceux qui nous regardent, cette idée du système, de toute façon, qui veut toujours plus d'efficacité, avec moins de moyens, le système capitaliste, je vais le nommer comme ça, parce qu'il a été nommé comme ça par nos visionnaires. J'aimerais bien qu'on en parle dans quelques instants. Noémie, juste vous vouliez faire une dernière intervention? Oui, mais c'est peut-être une intervention un peu transition, Xavier, par rapport à ce que vous venez de dire. Alors, allez-y. On parle beaucoup de la formation des professionnels qui accompagnent et qui sont en contact direct au quotidien avec les personnes accueillies en EHPAD. Et je crois qu'il ne faut pas aussi oublier l'accompagnement, notamment des directeurs et des managers des IDEC ou des professionnels en position d'encadrement, parce que c'est quand même les jardiniers, si je peux me permettre d'utiliser cette expression, c'est aussi, c'est quand même eux les jardiniers qui font qu'à un moment donné, ils vont pouvoir trouver les solutions, parce que ils sont en ce moment un peu en mode bricoleur quand même, trouver des solutions pour trouver ces espaces d'échange ou pouvoir faire vivre un petit peu plus de démocratie, notamment auprès des familles, des résidents et de l'entourage. Et je crois qu'il y a aussi un sujet dans redonner du sens, c'est aussi pouvoir accompagner ces professionnels qui sont en position de responsabilité dans ces EHPAD et qui sont parfois, et on l'a vu sur les 18 derniers mois, obligés de choisir entre la solution inacceptable et la solution inacceptable. Et je pense que c'est quand même un sujet qui doit aussi être intégré dans la question du redonner du sens au métier en EHPAD. La transition est parfaite, en effet, puisque justement, je voulais vous parliez de décisions inacceptables. Eric et John nous ont parlé d'éthique dans la formation, un apprentissage de l'éthique. Est-ce que, avec le système actuel, le système qui fait que, comme je disais, on doit faire mieux avec moins, qu'on est pressé par le temps, vous parliez beaucoup, Noémie, d'échanges, mais encore faut-il qu'il y ait le temps de faire ces échanges. On parlait de problématiques aussi d'effectifs, où l'une des grandes responsabilités des directeurs, ce qui leur prend beaucoup de temps, c'est de trouver des personnes pour travailler, parce que certains sont arrêtés ou ne peuvent pas venir. Donc, on sent que l'éthique va se confronter à la réalité un petit peu, et que ce problème-là est peut-être dû au système, tout simplement, qui a été mis en place, je le disais, mais peut-être que je me trompe au niveau des années, mais depuis les années 2000, où on a fait un changement de besoin de quantitatif plus de qualitatif, je dirais. Comment on fait pour qu'on ait ces espaces d'échange, qu'on ait cette éthique qui soit suivie, qu'on ait des directeurs qui soient disponibles, qui aient le temps pour leurs équipes, qu'on ait des soignants qui aient le temps pour travailler entre eux, mais également avec les patients. Comment on le fait quand le système semble, et peut-être que je me trompe, semble aller totalement dans le sens inverse et qui ne permet pas tout ça? Alors là, c'est une question globale à tout le monde. Je laisse qui veut réagir. D'abord, je vois que Alice, elle est toujours est remontée. Allez-y, Alice, qu'est-ce que vous dites? Mais le système, c'est nous, Xavier. Oui. Le système, c'est pas les autres. Donc, si
Enfin, il n'y a pas une extériorité. L'ARS, c'est nous, le département, c'est nous, et l'État qui met des moyens dans un endroit ou dans un autre, c'est nous. C'est-à-dire qu'il y a, je pense, un sens de la responsabilité. On est là en train de travailler, de bricoler, d'échanger avec pas mal de passion les uns et les autres, chacun de notre petite, de notre petite expertise. Je crois que il n'y a pas à blâmer un système, il y a à se sentir partie prenante de provoquer le pluralisme tout de suite pour chercher les solutions. Et peut-être que là, j'ai envie vraiment de dire au directeur d'EHPAD, mais appelez-nous, enfin, on est là, quoi. Alors moi, il se trouve que mon rôle, il est un petit peu bizarre parce que je préside une commission qui s'occupe de maltraitance, alors c'est pas très gai, mais en fait, ce que je crois qu'on a tous à cœur, chacun de nos places, que ce soit une grande fédération comme la FNADEPA, que ce soit une structure régionale d'appui à la qualité ou un institut de formation, et que ce soit, quand on est professionnel de terrain, c'est d'amener une pluralité de compétences, de savoir-faire qui n'exclut pas les autres. C'est de demander à notre département et à nos élus départementaux combien ils consacrent du budget du département sur les personnes âgées. On a beaucoup entendu des choses inacceptables sur les enfants, vous savez, les enfants en protection de l'enfance qui étaient placés dans des hôtels. Et tout d'un coup, on se dit, mais enfin, c'est pas possible qu'il puisse y avoir des arbitraires de territoire à ce point qu'on se retrouve avec des enfants, avec des mineurs qui sont en fragilité dans des hôtels. Ben, on a comme ça à demander à nos élus des comptes sur ce qu'ils font. Et c'est vrai pour des élus et des départements. Vous suivez mon regard sur le taux de participation. Et donc, j'ai envie de dire, ouais, on a des ressources, on a des compétences, venez nous chercher et on va le faire et on ne va pas lâcher l'affaire et on aura notre voix, on l'aura, mais même pas en rêve à lâcher, quoi. Alors, la première chose qu'a dite Véronique, c'était justement, nous, on demande des lois, on demande que des choses soient faites, et on attend, et on attend, et on attend. Donc, on a beau dire que le système, oui, c'est nous dans son ensemble. Il y a quand même certaines personnes qui prennent des décisions, on ne peut pas le nier. Véronique, par rapport à ce que disait Alice, quelle est votre réaction ? Effectivement, je partage l'avis qu'en tant que citoyen, je fais référence à l'abstention, mais effectivement, on a un rôle à jouer, chacun et chacune, et c'est vrai que parfois, on ne peut s'en prendre qu'à soi-même si effectivement, on ne fait rien. Je pense qu'il faut effectivement, chacun et chacune, on est tous responsables de nos actes, et y compris en tant qu'électeur, mais aussi en tant que citoyen, vis-à-vis de nos aînés. On parlait du parcours, mais on n'a pas parlé des aidants, on a parlé de la pérédance, mais on a aussi des bénévoles qui interviennent. Enfin, il y a tout ce système-là aussi autour, toutes ces personnes-là qui ont un rôle important et qu'on ne valorise pas non plus, en tout cas suffisamment. Mais c'est vraiment, je pense, un phénomène sociétal, mais global. Et du coup, en tant que citoyen, on a tous un rôle à jouer, mais j'ai envie de dire aussi que la personne âgée est un citoyen aussi à part entière. Ce sont aussi des électeurs potentiels. De quelle manière on leur donne la possibilité de l'exprimer ? Voilà, ça c'est déjà une question. Aujourd'hui, c'est compliqué, vraiment. Et puis, alors, les familles sont présentes et je les en remercie, mais après, c'est vrai que parfois, l'organisation familiale fait que l'éloignement vis-à-vis de son proche n'est pas facile. Alors, effectivement, aujourd'hui, on a plein d'outils qui nous permettent de communiquer, comme on le fait actuellement d'ailleurs. Mais pour une personne âgée, c'est parfois difficile et il faudrait pouvoir l'accompagner. Bon, ça, c'est un exemple, mais voilà, à mon sens, on a tous un rôle à jouer, effectivement, par rapport à ces modifications qu'on attend. Certes, effectivement, le politique est important. Enfin, la loi, on l'attend, bien évidemment. Mais on est tous aussi responsables de ce qui est voté, de ce qui est approuvé ou pas. Très bien, merci Véronique. Ali disait, qui nous regarde, disait il n'y a pas d'EHPAD sans résidence, ce qui me paraît être évident, mais il n'empêche que c'est intéressant de le dire, parce que je voulais justement parler de l'évolution du type de patient. On a, d'après ce que j'ai compris, des résidents qui sont moins en moins autonomes.
Donc, on a certainement un fonctionnement qui doit évoluer par rapport à ça. La valeur travail, vous le disiez, Véronique, qui change. Les crises sanitaires qui sont là. Les pics de chaleur également, les canicules. Donc, est-ce que dans tout ça, on n'a pas le fonctionnement même de l'EHPAD, la nature même de l'EHPAD qui devrait évoluer pour s'adapter à tout cela? Parce que pour l'instant, de mon point de vue totalement extérieur, j'ai l'impression que l'EHPAD d'aujourd'hui, même si j'ai entendu ce que vous disiez sur les échanges, l'EHPAD d'aujourd'hui ressemble un peu à l'EHPAD presque d'hier et qu'il a raté son évolution. Et c'est un petit peu ce que disait Alice tout à l'heure, qu'il a raté l'évolution alors que d'autres corps de métier, dans d'autres métiers, ça a été fait. Et l'EHPAD n'évolue pas et pourtant, tout évolue plus rapidement que lui. Donc, quand est-ce que ça se passe? Comment on fait pour qu'il y ait cette évolution? Oula, une grosse question. Qui veut répondre? Je ne vais pas répondre tout seul. Véronique. Non, pour répondre à votre question, quand vous dites l'EHPAD a raté son évolution, je pense qu'on essaye d'adapter les modèles aux évolutions des besoins des personnes. Je pense qu'il faut absolument qu'on ait cette capacité-là d'anticiper, déjà de répondre aux besoins d'aujourd'hui, mais surtout d'anticiper sur les besoins de demain. Et demain, c'est vous, moi, qui seront concernés par effectivement l'accompagnement qu'on sera amené à développer ou à proposer. Alors après, les modèles changent effectivement en fonction de l'évolution de la société, je l'ai dit tout à l'heure, mais aujourd'hui, effectivement, on en est bien conscient qu'il faut que l'EHPAD évolue et on essaye de le faire évoluer. Après, il faut aussi que les dispositifs qui sont mis en œuvre puissent nous permettre de le faire. On peut avoir beaucoup d'idées, moi, pour en discuter au niveau de la FNALEPA, on a beaucoup d'idées novatrices qui peuvent être proposées, pour autant, ça ne rentre pas dans des cases. Et le but, c'est de faire bouger les lignes pour que ça rentre enfin dans des cases. Alors après, il y a des perspectives qui sont… l'article 51 nous a permis effectivement de faire des choses, mais c'est une toute petite… Excusez-moi, l'article 51 ? C'est de pouvoir proposer des innovations et du coup être financé derrière et que ça puisse être transposé à l'échelon national. Mais c'est une toute petite chose. Aujourd'hui, on parle aussi, on a parlé de l'EHPAD hors les murs, mais il faut aller, à mon avis, bien au-delà. Il faut repenser les organisations en lien avec les évolutions de demain. Nous, en tant que personnes âgées de demain, de quoi aura-t-on envie? C'est ça la question. Quel que soit le degré d'autonomie qu'on aura ou qu'on n'aura pas, d'ailleurs, mais est-ce qu'on a envie, effectivement, d'une structure… quelle est la possibilité du choix pour chaque personne? Nous, en tant qu'EHPAD, c'est une solution, mais ce n'est pas la seule. C'est une possibilité. Et derrière, il faut pouvoir développer sur un même territoire différentes possibilités pour offrir, en fonction des besoins, sur chaque territoire, mais des solutions différentes, ou en tout cas qui s'adaptent aux besoins sur l'ensemble du territoire national et en infra-territoire. Donc, une évolution et des EHPAD et des moyens. On voit des résidences qui apparaissent également partagées avec personnes âgées, personnes plus jeunes. Voilà, on a des échanges qui se créent comme ça. Donc, peut-être que le fonctionnement de l'EHPAD, l'utilité même de l'EHPAD évoluera et changera avec ces nouveaux moyens. Alice ? Oui, je pensais en écoutant tout ça, je pensais aux nouveaux services de conciergerie qui sont apparus dans les EHPAD, qui permettent à des personnes qui sont dans un EHPAD de dépenser leur argent tout simplement, d'avoir accès à des choses, de commander des plateaux repas, de complètement repenser en effet ce côté espace de dedans et espace de dehors. Il me semble que la valorisation des soignants, des professionnels hors soignants, de tous ceux qui exercent, c'est une beaucoup plus grande mixité entre eux et le monde de l'art, le monde de la gastronomie, le monde des jardins, le monde des bénévoles, il en a été question. C'est cette ouverture-là et tout le monde y aspire, qui doit, à mon avis, évidemment être relié à de la formation permanente, à une augmentation des effectifs, il faut quand même le redire. Après, je pense que pour répondre à une des questions de nos interlocuteurs, apparemment nos auditeurs, je pense que les défis ne sont pas tout à fait pareils pour le secteur privé.
pour le secteur Oui, privé solidaire et pour le secteur excusez-moi, public. Alice, je vous coupe parce qu'en effet, vous avez accès aux questions, mais ceux qui regardent peut-être pas. En effet, la question était posée, la différence de fonctionnement entre privé et public. Hein, c'est ce à quoi vous répondiez à ce Oui, moment-là. c'est ça. Et effectivement, il me semble qu'il y a à chercher de l'excellence dans les trois spécificités. On peut tout à fait imaginer que, en lien avec les EHPAD publics, d'hôpitaux publics, il faut une excellence de la recherche, que ce soit une recherche sur la vie sociale, une recherche sur les altérations cognitives, une recherche sur la motricité, etc. Parce que l'excellence de l'hôpital, c'est ça. Mais malheureusement, l'hôpital public, à certains moments, a fait de ces EHPAD les espaces les moins regardés, les moins soutenus et les moins valorisés, avec finalement des EHPAD qui étaient les lieux où on mettait ceux qui ne pouvaient plus aller ailleurs. Enfin, c'est un peu horrible de le dire comme ça, mais on avait un espèce de phénomène de une représentation de la gériatrie pas du tout fidèle aux réalités, qui faisait que c'était finalement le lieu où on finissait, entre guillemets, qu'on soit professionnel ou qu'on soit personne. Donc ça, c'est évidemment complètement à reprendre. Il faut installer dans l'hôpital public la vision que le service de gériatrie, c'est le plus difficile. Et c'est le plus passionnant, et c'est là où il faut qu'il y ait beaucoup, beaucoup de recherches sur la question des traitements de la maladie d'Alzheimer, sur la question de l'autonomie, etc. Sur la question des liens intergénérationnels, bien sûr, hein, qu'est-ce qui peut s'apaiser, se parler, se penser et se finir mieux quand on est dans des dynamiques socio-familiales. Sur des questions relatives au privé commercial, très souvent le privé commercial a une facilité naturelle sur les aspects d'hébergement, sur les aspects de beau, sur les aspects de jardin, sur les aspects d'activité, etc. C'est super qu'ils aient ça et c'est une chance pour tous. Ce dont on a besoin, effectivement, c'est qu'ils soient en open data, c'est-à-dire pas seulement dans une logique de production d'un avantage commercial, mais dans une logique de partage, dans une logique de réseau. On a besoin qu'ils soient généreux avec les rapidités qu'ils ont pour les aînés parce qu'on a besoin qu'elles soient généralisées. Et quant au secteur privé solidaire, désolé, mais après les années que j'ai passées dans les associations, c'est mon secteur de cœur, donc je vais le dire. Je crois que l'innovation, l'ouverture en respect des personnes et en réflexion éthique, c'est vraiment, à mon avis, là où les associations, à petite échelle, très ancrées sur un territoire, moins dans des logiques entre guillemets de grands hôpitaux qui sont parfois des appareils, moins dans des logiques hyper sanitarisées, mais aussi un peu plus à l'écart des logiques hyper commerciales. Je pense que là, c'est des écosystèmes de la recréation de liens et de l'apaisement qui soit celui des professionnels qui exercent, des bénévoles qui interviennent, des partenaires qui viennent, de la cité, etc., etc., et des personnes, d'abord les personnes et toujours les personnes. Et donc, allons en fait dans l'associatif, recréer de l'innovation, de l'envie. Sortons d'un discours victimisé qui parfois nous enferme aussi. Hein, c'est l'EHPAD bashing de l'intérieur que nous produisons parfois. On a été à bout de force, mais il faut aussi qu'on sache se réparer et offrir de nous-mêmes une image à la hauteur de ce qu'elle est, c'est-à-dire génial en fait. C'est génial. Je remets le micro, ça marchera mieux. Il ne nous reste plus que 2 petites minutes, 3 minutes. On ne l'a pas évoqué, je voulais rapidement le faire. Peut-être un seul intervenant concernant l'impact de la crise sanitaire sur les EHPAD. Est-ce que cette crise sanitaire a révélé des choses ou est-ce qu'elle a accentué les problèmes? Quel bilan pourrait-on en faire, sachant qu'elle n'est pas terminée, en espérant qu'elle est terminée, mais pour l'instant, on ne sait pas trop. Quel est le bilan qu'on en fait pour le moment de cette crise sanitaire sur les EHPAD? Qui peut répondre? Véronique, peut-être, oui. Oui, une crise vécue de façon très difficile, on va dire, remplie de frustration, vraiment, entre toujours la question des bénéfices-risques, frustration avant tout par rapport à la question du lien et des relations. Alors, relations résidents, famille, mais pas que, hein, nous-mêmes, les relations qu'on avait nous-mêmes avec le résident, hein, le fait de devoir mettre un masque. Ok, on peut faire passer plein de choses dans le regard par le toucher, mais malgré tout, un sourire, oui, ça peut s'entendre, ok, ça peut
se transposer dans le regard, mais avant tout, ça se voit aussi globalement. Alors, des frustrations. Bon, après, il y a eu quand même des échanges, des partenariats qui se sont tissés de façon beaucoup plus étroite, en tout cas. Alors, je pense avec les organismes de formation, mais pas que. Hein. Je pense avec les cellules d'hygiène, je pense avec l'ARS, nos DT, avec le conseil départemental parfois. Mais aussi au niveau du réseau. Et heureusement qu'on a un réseau. Enfin, moi, c'est vrai que la FNADEPA, alors, parce que moi, je parle de ce que je connais, mais j'ai envie de dire, ça a été une force véritablement pour nous et ça a été très aidant. Donc, ça a montré en tout cas la force que peut avoir les échanges et le réseau, en tout cas, sans pouvoir, hélas, se voir physiquement. Ça a vraiment été terrible, en tout cas. Merci. Parce que les échanges, en tout cas, et les contacts, mais c'est en lien avec la nature humaine, tout simplement. Noémie, vraiment, on finit, hein, juste 5 minutes. Noémie, vous, votre regard en tant que structure d'appui, quel irait votre regard sur la crise sanitaire et sa conséquence sur les EHPAD? Je crois que Madame Borillo a dit, et puis on a partagé un certain nombre de choses, hein, ce qu'on s'est partagé pendant cette heure et demie, ça a été mis en exergue pendant la crise et probablement bien au-delà. Hein, les problématiques de la sécurité versus la liberté d'aller et venir, les temps de rencontre, les échanges, enfin, tout ça, ça a été mis à mal pendant la période de crise. Alors, on pourrait en faire un débat à part entière. Mais par contre, peut-être que les EHPAD, alors, il est encore temps de le faire, mais je pense qu'il faut vraiment mobiliser la question du retour d'expérience pour ces équipes, pour que la société apprenne, pour que ce soit visible et pour qu'on tire tous les enseignements des décisions, de l'application qu'on a pu ou pas en faire, des espaces de dialogue avec les familles qu'on a pu mettre en place, de comment les équipes, elles ont réellement vécu ces temps-là. Et je pense qu'il faut vraiment capitaliser le retour d'expérience. C'est pas un mot en l'air. C'est vraiment utile. Et puis c'est aussi un peu, alors ça va faire être peut-être un peu bateau ce que je vais dire, mais c'est aussi ce qu'on va garder comme trace de l'histoire vécue. Et il serait dommage que là où c'est nos personnes âgées ont été les plus touchées, ou du moins on a fait des choix pour les protéger, qu'on n'ait pas trace de ce qu'on a pu mettre en œuvre et de ce qu'on tire en enseignement sur ce qui a été décidé, en bien, en pas bien, les choix qu'on a fait pendant ces 18 mois. Donc, il faut vraiment miser sur le retour d'expérience, absolument. John, Eric, au niveau de la formation, la Covid, vous en avez parlé comment? Est-ce que vous avez changé très rapidement? Est-ce que vous avez fait évoluer votre discours, présenté autrement? Je pense que ce qui a changé, c'était le mode de fonctionnement pédagogique, hein, parce que nous, ça nous a éloigné nos étudiants avec beaucoup de formations à distance. Après, il y a eu un impact aussi pour nos étudiants qui se sont retrouvés en stage dans des services où il y avait aussi des difficultés. Un des avantages que j'ai vu cette année, c'est que dans notre promotion d'aide-soignante qui est arrivée au mois de janvier, on a une promotion plus âgée, avec 34 ans de moyenne d'âge, des gens qui se sont peut-être engagés aussi par rapport à ce qu'ils avaient vécu. Et donc, c'est aussi peut-être... on sent qu'on n'a pas la même promotion d'aide-soignante, des gens qui ont plus de maturité, qui sont plus posés, mais c'est aussi un peu plus difficile parce que comme ils ont une certaine expérience et un certain vécu, voilà, ils ont aussi quelquefois un peu de difficulté à appréhender certains enjeux de la formation. Charlotte, vous l'avez senti quand vous y étiez réquisitionné, le poids de la crise sanitaire au sein de l'EHPAD, que les choses, même si vous n'y étiez pas avant, étaient différentes, étaient plus difficiles, compliquées, provoquaient un stress particulier sur les équipes? Ah, mais bien sûr, c'était un stress. Mais comme
comme on a dit juste avant, il y avait une frustration aussi, des équipes, par rapport, à l'accompagnement des personnes, âgées, sur leurs besoins parce que, bah, ils étaient, isolés dans leur chambre. Très clairement, c'est ce qui se passait en EHPAD, de mon point de vue parce que c'est ce que j'ai vu et hem et même, nous en tant qu'étudiants, bah, du coup, on a été un peu, écartés de notre formation, on a dû venir en aide, si je peux appeler ça comme ça, pour aller, renforcer les équipes, être là aussi pour les équipes, mais aussi pour les personnes âgées, les patients, les résidents, en fait et ça aussi, c'était compliqué. C'était un passage, on va dire, dans la formation qui était compliqué parce qu'on a une formation qui a été suspendue. On a dû, aller en aide, on a été étudiant, après on a été aide-soignant, après on a re-été étudiant et là on est étudiant, mais on ne sait pas ce qui nous attend sur après, sur, comment ça va se passer. Est-ce que ça va redevenir comme avant? Est-ce qu'on va être étudiant jusqu'à la fin de notre étude ou alors est-ce qu'on va redevenir aide-soignante? Voilà. C'était compliqué, mais c'était un passage aussi, qui a provoqué aussi peut-être, pour certains, des expériences et en même temps, des remises en question. Voilà. Donc, on voit la responsabilité, l'importance du caractère, du savoir-être également dans le métier de toutes ces personnes qui travaillent en EHPAD, qu'ils soient de directeur au jardinier, comme on disait. Ça demande des personnalités et un savoir-être particulier aussi, j'ai l'impression. Et on ne le dit pas assez, il y a des très belles personnes qui travaillent. Et je pense que vous l'avez bien fait comprendre pendant ce webinaire. Il est 14h05, je vous ai tenu 5 minutes de plus. À moins qu'il y ait quelque chose de très, très important à dire en 30 secondes. Alice, bien entendu, allez-y. Eh bien, si vous avez l'occasion, faites un retour d'expérience dans les EHPAD. Noémie a raison, mais pourquoi pas associer une personne d'une ARS, une personne d'un département ou une personne d'un autre métier, parce qu'il ne faut pas qu'on s'oppose. Les gens des ARS ont connu des mois d'enfer. Les équipes des départements qui n'avaient pas de masque et qui étaient obligées de gérer des alertes de partout ont connu des mois d'enfer. Je pense que les professionnels ont besoin aussi de pouvoir avoir des retours d'expérience ouverts. Merci beaucoup, Alice. Je vais laisser la parole pour terminer à Aurélien ou je ne sais pas lequel d'entre vous voulez parler de l'EREPL. Aurélien. Juste mais je vais deux phrases. Oui. Remercier d'abord tous les intervenants pour la qualité de leurs interventions, la richesse des idées, et puis ça donne la pêche. J'aime bien ces webinaires parce que on arrive avec peut-être le sentiment que c'est pas facile, et puis on se dit maintenant c'est pas facile, mais on peut y arriver. Donc voilà, merci à toutes et à tous. Et pour rebondir sur ce que disait Alice, on est en train de faire ça à l'Espace Éthique depuis plusieurs semaines, de faire des retours d'expérience en associant, on l'espère en tout cas, le plus d'acteurs possible, notamment à travers des webinaires, mais pas seulement. Et vous avez raison, c'est l'affaire de tous et il faut surtout pas être clivant. Il faut restaurer un vivre ensemble autour de la personne âgée. C'est l'affaire de tous. On est parfaitement d'accord. Aurélien, je te laisse conclure. Non, un grand merci pour la richesse des propos de chacun. Vu le nombre de personnes et de questions qui ont été posées, je pense qu'on sera amené à refaire d'autres temps d'échange sur ces questions-là parce qu'elles sont riches et je pense qu'il y a aussi beaucoup d'attentes. Et puis, merci vraiment à chacun autour de cette question d'avoir montré qu'il y avait des problématiques dans la formation, dans les pratiques, mais aussi à l'échelle politique et que c'était aussi une question de place sociale, de valeur de la personne âgée dans la société dans son ensemble. Et vous l'avez tous et toutes vraiment bien exprimé et bien montré. Donc, vraiment un grand merci. Et encore une fois, on sera amené à retravailler et à refaire des temps d'échange sur des questions aussi essentielles. Comme on dit, la société se juge de la manière dont elle traite ses aînés. Donc, c'est un sujet, en effet, qui est vaste et dont on pourra reparler. Merci beaucoup à tous d'avoir participé à ce webinaire. Merci également d'avoir accepté de passer sur YouTube. Et merci à tous ceux et celles qui ont regardé le webinaire et qui ont posé toutes ces questions avec l'intervention d'Ali qui proposait, ou en tout cas qui disait que ce serait peut-être une bonne idée d'avoir une série Netflix
ce qui se passerait dans les EHPAD, voilà, qui redorerait certainement l'image des EHPAD. Une bonne idée. Allez, avis aux professionnels du spectacle et du cinéma. Merci beaucoup à toutes et à tous et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Merci Xavier. Mais avec plaisir, avec plaisir. Il y avait beaucoup à dire. Beaucoup à dire. Bonne fin de journée. Eh bien, bonne fin de journée à vous. Merci de m'avoir fait confiance pour ce webinaire. C'est toujours un plaisir. Et puis de très, très bons